Donc, on repart déjà pour une petite demi-heure supplémentaire. Je reviendrai bien sûr par la suite, plus tard. Bon, enfin, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Quand les digressions s'imposent un peu, je me laisse aller. Et de toute façon, je suis en état, nous sommes et nous devons être en état de description spontanée. Le principe même, c'est que le seul savoir qui vaille, c'est un savoir 100% visuel, 100% trivial. On parle de ce que l'on voit, je dis ce que je vois, et uniquement ce que je vois. Si je ne vois pas, si le texte ne correspond pas à quelque chose que je vois, c'est complètement bidon. Ça ne correspond à rien. Ça veut dire que je n'ai pas encore compris. Voilà. L'image n'est toujours pas là. Mais à partir du moment où on s'adresse à quelqu'un, je m'adresse à vous, ça ne peut être que pour dire ce que je vois. Voilà. On dit quelqu'un, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il décrit quelque chose, c'est pas de la langue de bois. Hein, c'est du vrai. Et ça ne peut être que du vrai. Et d'ailleurs, on va dire que dès que c'est de la langue de bois, dès que ça ne correspond pas à quelque chose qui est vu, ressenti profondément, évident pour la personne qui s'exprime, on a un discours de plomb, on a un discours incompréhensible et qui n'est pas du tout crédible, qui est profondément, je dirais, irritant. Voilà, c'est bidon, c'est bidon. On ne peut parler, on ne parle pas, je ne parle pas, je dis ce que je vois. Et uniquement ce que je vois, c'est pas une phrase, c'est une image, une pure image que j'ai là devant moi sur mes yeux. Une trace stable, ultra navigable, totalement parfaitement jouable. Un jeu vidéo, un espace, une réalité visuelle que je raconte. Et oui, quand je vais faire pas mal de formels, c'est-à-dire que je vais faire une chanson, je vais un peu faire de la digression par rapport à ça, mais il faut quand même que ma chanson ait donc un sens. C'est aussi la tendance d'ailleurs actuelle, on cherche à mettre plus de sens dans les textes des chansons, et ça donne effectivement quelque chose de plus intéressant, de plus vivant, de plus motivant, de plus utile. Voilà. Bon. Donc, l'objet conceptuel, le contenu visuel pur, indestructible 3D, exactement comme le nom du quartier, fabriqué, constitué, construit, hein, qui n'est pas donné, jamais donné, hein, qui se transmet dans la pratique, qui ne s'est transmis jusqu'à présent que de façon grand public que par le livre, et de façon moins grand public, je dirais par le cours ou la vidéo. Et maintenant, cette vidéo, elle devient effectivement infiniment moins coûteuse. Hein, infiniment moins coûteuse. Faire une vidéo il y a 30 ans, il y a 10 ans, c'était quelque chose. Il faut surtout la rendre accessible, etc. En plus, après, des problèmes de droit, etc. Michael Jackson est mort exactement il y a 10 ans et ça a été un des grands promoteurs du clip. Hein, donc, c'était un facteur de développement, de renouvellement d'ailleurs de l'industrie musicale, de l'industrie du disque, fort, avec notamment justement l'ajout de la composante spectaculaire, hein, la danse, hein,
je dirais, apportait quelque chose de considérable à l'intérêt de la partie musicale, qui soutenait la partie musicale. Et effectivement, comme il le disait, on va renouveler, c'était un reportage que j'ai vu hier, on va redynamiser l'industrie du disque, et c'est ce qu'ils ont fait, et en particulier avec le clip. Voilà. Et ça a été un des apports forts, très forts de Michael Jackson. Voilà. Donc, le visuel, bon, le visuel et le matériel, le sensoriel, mais le visuel a quand même dans le sensoriel, puisque la musique a sa composante propre, sensorielle, auditive, mais on va dire qu'on a quand même 99%, 95 peut-être, à la limite, de l'information et du savoir qui est simplement mesuré, oui, plus que 95%, 95-99%, qui est de nature visuelle. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a des produits qui s'appellent Visual Age. Et Internet, c'est notamment a explosé à partir du moment où on a pu avoir ajouté aussi, ça a été un point très important, ajouter des images en ligne qui ont vraiment rendu le texte plus vivant, plus mémorisable, etc. Dans les leçons d'assimile, il y a toujours, depuis le départ, il y a toujours eu un élément, un résumant, un élément visuel, une petite humoristique qui accrochait bien un bon marqueur visuel, sachant que la leçon d'assimile elle-même est visuelle pure. Voilà, hein, c'est toute l'astuce considérable d'Alphonse Chérel. L'autre jour, je me suis trompé, c'est pas Antoine, excusez-moi, c'est Alphonse Chérel, un Rénois, un Rénois qui, français, bon breton, qui a vraiment révolutionné l'apprentissage des langues, et donc qui a adopté ce principe d'un contenu visuel pur, d'une histoire, d'une scénette très facile à visualiser, et sur lequel pouvaient donc se ranger les éléments complexes qui étaient justement les mots dans la langue étrangère. C'est une révolution, hein, puisque je dirais ça a vraiment révolutionné popularisé énormément, je dirais, diffusé de façon multipliée par 1000, je dirais, le nombre de locuteurs de langue étrangère capables de s'exprimer dans une langue étrangère. Et ça, je crois qu'ils en sont à plus de 40 millions d'exemplaires. Donc ça a été une révolution, et ça date d'avant-guerre, hein, la démarche d'Alphonse Chérel date d'avant-guerre. Hein. On s'est inspiré d'autres expériences, et notamment en particulier celle de Schliemann, le découvreur de Troie et de Mycène, qui a été, je dirais, le premier grand polyglotte qui a fait sa fortune dessus, hein, je dirais, puisque c'est un banquier qui est intervenu sur tous les continents, et notamment en Amérique au moment de la ruée sur l'or, où qui a développé, lui a permis d'augmenter, je dirais, ses gains de façon monumentale, mais donc qui a travaillé partout, qui a travaillé en Russie, qui a travaillé à Londres, etc. Et donc Schliemann, le grand découvreur de Troie, le grand initiateur de l'archéologie moderne, hein, était un passionné de langue, et travaillait donc avec des textes concrets correspondant des textes d'origine, correspondant donc à une description réelle, et qu'il apprenait par cœur petit à petit avec le temps. Hein. Donc, alors, ça, Alphonse Chérel l'a systématisé, je dirais, avant-guerre et surtout après-guerre, quand il a constitué son entreprise Assimile avec son frère. Et
et voilà, dès le début connu un grand succès et qui ne s'est pas arrêté jusqu'à présent. Donc, ça fait, donc, on a pratiquement 100 ans. Quoi. Et sachant qu'il avait démarré cette démarche même vers avant-guerre, hein, puisqu'il était traducteur hein, pour les armées pendant la guerre du 14-18. Voilà. On est dans des choses très concrètes. Donc, l'objet conceptuel, en fait, systématise et théorise, je dirais, cette façon de faire et la généralise, puisque ça consiste en fait à procéder, à comprendre pourquoi ça marche si bien et en fait à l'appliquer à n'importe quel domaine, quel que soit le domaine. Il n'y a pas un seul domaine que je ne puisse pas visualiser, hein, 3Diser, trivialiser, schématiser, formaliser, cristalliser, hein, je visualise, je 3D, je trivialise, je schématise, je formalise, je cristallise, je piécise, je maisonise, je quartierise. Voilà. C'est constituant de la fameuse liste, je structure, j'analyse, j'archimédise, je 2 ou 3 fois 2 ou 3ise, etc. Auquel je reviendrai à nouveau, puisque je l'ai déjà commenté l'année précédente plusieurs fois. Donc, on va dire une différence forte, c'est que la matière elle-même, le sujet lui-même, dans la leçon de langue, j'ai une scénette qui est intrinsèquement triviale, alors que dans l'objet conceptuel, en physique, en mathématiques, en biologie, en philosophie, etc., la scénette en question, elle est en elle-même complexe, hein, fondamentalement complexe. C'est-à-dire, il faut la trivialiser. C'est un gros travail, il y a un travail de recherche, il y a un travail de reconstitution, de montage, élément après élément, pour fabriquer cette trivialité. Cette trivialité, elle n'existe, elle est difficile à trouver. On va aboutir à une trivialité, mais cette trivialité est résultante. C'est pas une trivialité triviale. Voilà. C'est une trivialité résultante. Ça finit par devenir trivial, mais moyennant une construction. Encore une fois, on n'est pas en 3D, on est en multi-D. Et on est trivial, mais localement. On dit de la même façon en mathématiques, on est localement compact. On est eh bien là, on est localement trivial. Mais sinon, le tout est complexe. Et donc, le travail, l'objet conceptuel, c'est un objet qui est intrinsèquement complexe et que je vais transformer en tant que prof, en tant que transmetteur, en tant que formateur, que je dois transformer en justement une maison, un quartier, en une trivialité, hein, en fait, en une continuité de trivialité qui fait qu'à chaque point, j'ai une vision triviale. Mais en fait, le tout est complexe. Encore, j'avais cité, hein, je dirais, la Terre qui est ronde, mais localement, elle est sphérique, mais localement, c'est plat. Et ben, on a ça on a ça sur tout. Et voilà, c'est toute variété affine et localement un espace vectoriel, quelque chose de plat, quoi. Et voilà, dès que je prends une courbe, la courbe la plus complexe, et bien en fin de compte, si je descends suffisamment, et ben je suis sur une tangente, j'ai une tangente. J'ai une tangente et en fin de compte, j'ai l'impression d'être sur une ligne droite. Enfin, c'est de la même façon, un objet complexe est localement trivial. C'est-à-dire, à quel que soit l'endroit où je suis, j'ai une impression de trivialité. Et en fin de compte, s'il me permet d'avancer, mais en fin de compte, je change à chaque fois de lieu et je change à chaque fois de contexte. Et comme ça, je peux aller où je veux et je suis dans quelque chose qui en fait est complexe, mais que j'ai réussi à trivialiser
de façon locale. Et c'est ça le travail, c'est un travail difficile, hein, c'est un travail difficile, hein, je dirais, voilà, c'est la peinture conceptuelle 3D, c'est la peinture 3D, ça se fait morceau par morceau, hein, c'est comme aussi construire un gratte-ciel, il va avoir quelque chose de magnifique, de complètement continu, etc., mais il aura fallu mettre les pierres chacune l'une après l'autre, et puis faire chaque jonction avec infiniment de soin, et chaque coffrage avec infiniment de soin. Donc j'obtiens quelque chose qui est magnifique, qui est parfaitement continu, hein, comme un pont aussi, voilà, un pont suspendu, le pont de Tancarville, le pont de Normandie, etc., mais qui est en fait une accumulation d'actes, de gestes, de petits gestes très 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 soignés et de centaines de milliers de petits gestes. Voilà. Donc l'objet conceptuel est très dense, il est en réalité très complexe. Voilà, il contient des milliers d'éléments, mais il a été parfaitement lissé par un travail minutieux de peintre. Voilà, de travail de logicien qui va introduire de la logique partout, qui fait que effectivement je peux monter cette grande montagne pas à pas et que j'arrive au sommet alors que je dirais j'ai des milliers de mètres qui en pente raide, etc. Donc, et de la même façon, je vais faire la peinture de Géricault, le sacre de Napoléon, le radeau de la Méduse, élément après élément, et avec infiniment de soin. Et de la même façon, je vais fabriquer un chef-d'œuvre musical, une symphonie qui va être très agréable à écouter par n'importe qui connaît rien à la musique, mais qui a demandé, je dirais, une énorme clarté, un énorme, je dirais, travail très très soigné, un filage, un tressage, je tricote, je brode, je tisse, je file, je tresse, pour aboutir à quelque chose de très continu et de très harmonieux. Voilà. Donc l'objet conceptuel, c'est quelque chose qui est complexe et que j'ai réussi à rendre totalement trivial. Donc j'ai réussi à faire un quartier. Le quartier est une bonne image, aussi, une maison, un quartier. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein d'éléments. C'est très très riche. Hein, et en même temps, je peux me promener dedans autant que je veux. Et je peux m'arrêter sur chacun des éléments. Voilà, chaque élément a été posé avec infiniment de soin, en respectant bien les directions, en respectant les lignes, en respectant, je dirais, la cohérence à tous les niveaux, en ayant en respectant, en ayant un niveau de parallélisme parfait et un parallélisme répandu sur l'ensemble. Je dirais toute ma pièce, toute ma maison, je dirais, on a une cohérence totale sur tous les éléments constitutifs de l'objet conceptuel, comme j'ai une cohérence totale sur tous les éléments constitutifs de la tour Eiffel, hein, ou je dirais de la tour Montparnasse, hein, ou du Sacré-Cœur. Voilà. Ou d'un quartier. Tout est cohérent, les lignes sont parallèles entre les rues, les parallèles, etc., les maisons, entre les maisons qui sont alignées à côté des autres. On a une cohérence totale, hein, qui va se répandre et se retrouver, je dirais, indéfiniment. Voilà, et donc c'est une peinture conceptuelle 3D. De la même façon que je parle et d'ailleurs, c'est pas étonnant. Churchill était un peintre, enfin, je veux dire lui-même, avait comme passion la peinture, et Georges Clemenceau était un grand ami de Monet, hein, ils se sont vus, et ils ont échangé, et ont maintenu leur amitié pendant toute leur vie, et ça n'est pas étonnant, je dirais, pourquoi Clemenceau ou Churchill ont gagné la guerre, c'est parce qu'ils avaient une vision. Une vision, c'est ce qu'on appelle la vision. Une vision, c'est-à-dire qu'on voit des milliers d'éléments en même temps, de façon parfaite. On n'est pas dans le cirage, on a au contraire une vision, une perspective. On a un paysage, le panorama, le paysage, la perspective. Vu le point de vue, la vision, la perception, la compréhension,
la préhension, la compréhension, la perception, le panorama, le paysage, la perspective, la perfection. Voilà, la connaissance parfaite, la perfection, bon, je reviendrai dessus. En tout cas, déjà, le début, vu le point de vue, la vision, la préhension, la compréhension, la perception, le panorama, le paysage, la perspective. Je reviendrai sur la deuxième partie de cette liste-là. On dit d'une personne que c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit de façon très large, et comme un général qui doit avoir la vision du champ de bataille la plus claire possible et la plus détaillée possible, de façon à pouvoir déplacer les troupes de façon intelligente et évidente, ce qui va conduire à la victoire. Hein. J'en profite et je reviendrai dessus encore, c'est parce que c'est un étonnement récent, je dirais, le plus grand conquérant de tous les temps, qui est Alexandre, et qui a donc conquis l'Empire perse, était un élève d'Aristote. Hein, Aristote était l'élève de Platon, et Platon était l'élève de Socrate. Voilà. Et Socrate était dans la lignée et aussi un élève indirect de Pythagore, hein, c'est-à-dire qui était au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc les conquêtes d'Alexandre, qui ont donc fusionné l'Orient perse avec l'Orient et le monde grec, et ont fait cet énorme mariage extraordinaire qui est aussi à la base du monde romain, hein, donc aussi du monde d'aujourd'hui. Eh bien, Alexandre avait été formé, hein, par à la fois un philosophe et les philosophes et les mathématiciens de l'époque. Hein, et c'était les penseurs et les visionnaires, ceux qui avaient développé la capacité à construire une vision claire le plus loin possible. Je dirais, Alexandre n'est pas resté 6 mois chez Aristote, il est resté plusieurs années. Il a été vraiment le disciple d'Aristote, et il emmenait avec lui, je dirais, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs certainement la semaine dernière, je dirais, il y a des l'Odyssée qu'il relisait, c'était son livre de chevet. Donc les conquêtes d'Alexandre ont été les conquêtes d'un homme bien formé à la vision, voilà, à constituer une vision la plus claire possible et qui permet d'agir vite et d'agir de façon efficace. Il y a toujours une différence assez forte entre, je dirais, les troupes d'Alexandre d'un côté et les troupes perses de l'autre. À chaque fois, les Perses ont été battus à plate couture par le fait d'Alexandre. C'est Alexandre réellement qui a été l'acteur, hein, par sa capacité à comprendre et à réagir et à agir, je dirais, de façon efficace et rapide à chacune de ces batailles. Voilà. Et avec donc, ces résultats incroyables. Eh bien, Alexandre était véritablement un aboutissement. On est en 300, hein, donc la grande période, le sommet, en fait, l'âge d'or hellénique, c'est le 5e siècle, hein, c'est le siècle de Périclès, et c'est aussi le siècle de Socrate, de Platon, voilà. Et Aristote vient donc et dans la continuité de cette continuité parfaite et celle des mathématiciens, celle des philosophes, celle des visualiseurs, ceux qui s'efforcent de transformer le savoir en quelque chose, en une clarté, en une vision parfaitement claire. Voilà, donc pour dire aussi, hein, que
D'ailleurs, Socrate a eu son succès euh, parce que c'était un amoureux de la vérité, de la chose prouvable. Et c'était justement, il était en opposition et mort, a été condamné et mort parce que la vérité, il considérait la vérité comme la chose la plus importante, la chose constatable, visualisable, comme la chose, je dirais, fondamentale, à l'opposé des sophistes qui acceptaient, si vous voulez, faisaient accepter une vision partielle des choses et une forme d'entourloupe intellectuelle qu'on a retrouvé ensuite chez les, je dirais, qui a été aussi embourbé de façon considérable la pré-Renaissance et la Renaissance en Europe a été le retour justement de l'observation et de l'observation des faits et de la vérité prouvée. Hein. Donc, et ça, c'était justement ce retour vers la philosophie grecque et la priorité du vrai, la priorité du constatable, la priorité voilà, du visuel et du touchable, du sensoriel, voilà, qui vient s'abstraire, mais qui reste contraint par la réalité et par l'application ensuite qu'on va faire de la théorie qu'on a réussi à mettre au point, qui doit être en constante liaison et en constante, je dirais, voilà, mariée et en cohabitation permanente avec la réalité. Voilà, la spéculation pure en soi n'a aucun intérêt. Elle doit être inspirée, consolidée en permanence et en aller-retour permanent avec le monde réel qui est toujours infiniment plus riche finalement et plein de surprises que tout ce que je vais pouvoir imaginer. Donc je n'ai toujours qu'une préhension, une compréhension que d'une partie de la réalité et une compréhension qui va croissante. Voilà. Donc on est dans une continuité. Hein, je veux dire, encore une fois, la France est le pays de Descartes, justement, le plus rationaliste. Et le pays de Descartes, le pays de Pascal, le pays de Voltaire, le pays etc., qui sont tous, je dirais, ont été des grands amoureux de la vérité. Et on peut dire d'une certaine façon que la Révolution française, c'est la victoire des scientifiques, c'est la victoire des naturalistes, c'est la victoire de la raison, hein, et donc c'est-à-dire de ce qui est visualisable, modélisable, voilà, éprouvable, voilà. Donc ça c'était hier, hein, je dirais la Révolution française c'était hier. Elle a permis une explosion de la recherche scientifique pendant le 19e siècle, dont est issu, je dirais, le monde moderne. Le monde moderne, c'est l'explosion des sciences. Hein, et tout ce que nous avons, à commencer par cette vidéo que je peux vous faire, je dirais, est le résultat de cette explosion des sciences. Donc, l'objet conceptuel n'est qu'une petite, une infime continuité finalement de ces 5000 ans, au moins de ces 5000 ans d'histoire, plus que ça, on va dire, c'est 10 000 ans d'histoire qui nous précèdent. Comme toute découverte, et comme tout, c'est toujours un petit pas de plus ou moins important, hein, plus ou moins fondamental. Lorsqu'on a Gutenberg a finalisé, fils de bijoutier, a réussi à finir, à fabriquer ces lettres d'imprimerie ciselées dans le plomb pour diviser le coût de la reproduction des documents par 1000, ça a été important lorsque les archers gallois ont réussi à mettre au point
le longbow là qui a permis à Édouard III d'écraser à la bataille de Crécy Philippe VI, ça a été une évolution importante, etc., etc. Enfin, ça, c'est donc multiplié par 1000. Donc, je ne me permettrai pas de m'adresser à vous si, je dirais, ça n'était pas dans cette continuité de découverte au même titre que les milliers de découvertes fondamentales qui ont été faites au cours de ces 10 000 dernières années. Je préfère dire 10 000 alors, parce que l'homme n'a jamais cessé d'inventer et de trouver des choses fondamentales et révolutionnaires. Hein, lorsqu'on a su filer la laine, lorsqu'on a su fabriquer des filets de pêche, je dirais, en lin, avec du lin, avec du coton, c'était des révolutions. Quand on a su fabriquer des lances, quand on a su fabriquer, etc. À chaque fois, on a eu des événements considérables. Hein. Je pourrais citer le char qui est quelque chose de très complexe qui a été inventé, je le voyais sur Arte l'autre jour. Réellement, ça est sorti, est devenu opérationnel en 2000 dans l'Oural, en 2000 avant Jésus-Christ, pour ensuite migrer vers la Chine, où il s'est bien développé, et ensuite atterrir en Égypte au moment de la rupture entre l'Ancien Empire et le Nouvel Empire, en 1500, avec les Hyksos qui ont débarqué avec avec le char, et avec une bonne maîtrise du cheval, et avec les arcs composites qui étaient beaucoup plus efficaces, et qui a fait basculer, je dirais, qui a permis la conquête par les Hyksos de l'Égypte et son occupation dans la basse Égypte pendant 100 ans, quoi. Je veux dire, qui a fait basculer à son tour l'Égypte donc dans ce qu'on appelle le Nouvel Empire au moment de la reconquête. Depuis le début, depuis 10 000 ans, l'humanité ne cesse pas de faire des découvertes fondamentales, rapprochées, qui sont de conséquences extraordinaires. Ça n'a pas arrêté aujourd'hui aussi, c'est constant. Je veux dire, on fait, le monde avance et explose et on invente et on trouve des choses, voilà, dans le domaine médical, dans tous les domaines. Mais voilà, on est en train de savoir guérir le cancer, voilà, c'est des choses incroyables, je dirais. Donc, je dirais c'est quelque chose qui est normal. Donc, mon petit objet conceptuel que je considère comme fondamental, sinon je ne passerai pas des heures à essayer de vous le faire passer, est fondamental, il est très simple, comme l'ADN. Quand on a compris l'ADN, c'est très très simple, voilà, mais il aura fallu du temps pour trouver le principe de l'ADN. C'est pareil, c'est très simple. L'objet conceptuel, c'est à la fois très simple et complexe, et c'est énormément de travail pour y aboutir, et c'est aussi complexe, c'est long, compliqué pour vraiment le maîtriser, comme pour le judo, comme pour le japonais, comme pour la division cellulaire, pour la biologie, etc. Donc c'est dans cette continuité aussi, c'est dans la continuité du travail qui a été fait en Europe et en France. Voilà, la France a survécu avec ses inventions, hein, qu'on le veuille ou non, et l'Europe s'est développée avec ses inventions, et inventions continues, qui pompées à fond, hein, je veux dire, c'est le retour de Marco Polo en 1280, voilà, de Chine, et qui a été à Venise, donc à Gênes et à Venise, qui a été un des facteurs moteurs, je dirais, après qu'il ait vécu plus de 30 ans en Chine, et justement dans les avancées technologiques chinoises, sous Kublai Khan, eh bien, l'Europe a été, je dirais, a pris un bon coup de pied aussi dans le derrière à cette époque-là, et ça s'est traduit par la Renaissance, justement, dans les villes, dans les grandes cités italiennes, et ensuite c'est remonté
c'est remonté, notamment avec Léonard de Vinci, enfin, c'est au moins un symbole, je dirais, avec l'Europe et l'Allemagne, qui ensuite ont bien pris le relais et voilà, ils n'ont pas cessé d'inventer et ont permis d'avancer de façon gigantesque. Voilà. Donc, l'objet conceptuel est dans cette lignée, dans la lignée de ce qu'on a fait tout le temps et de ce que, voilà, de ce que font normalement, je dirais, les ingénieurs, on va dire, les ingénieurs français, les ingénieurs allemands, les ingénieurs anglais. C'est dans une continuité voilà, normale. C'est à la fois très important, c'est génial, c'est fantastique, on va pas le remettre en cause, on va pas remettre en cause l'ADN, voilà, on va pas remettre en cause l'aspirine, on va pas remettre en cause aucune des découvertes qui ont été faites, ni les semi-conducteurs, ni etc., ni la fusion nucléaire, voilà. Il n'y a aucune découverte scientifique qui compte l'idée de remettre en cause. Voilà, ce sont des faits, c'est constatable, démontrable, etc. Un milliard de fois, quoi, je veux dire. Et de la même façon, d'ailleurs, on ne remet pas en cause, je dirais, le travail qu'a fait Freud, qui était un travail, je dirais, parfaitement sincère, parfaitement technique et parfaitement dans la lignée scientifique. Voilà, on ne va pas le remettre en cause. Aujourd'hui, on a un niveau en maîtrise des sujets psychologiques, en termes de psychologie, sur les sujets, qui est extraordinaire par rapport à il y a 150 ans. Et Freud a joué un rôle évidemment considérable dedans. Donc c'est normal, voilà. Hein, l'extraordinaire est normal aujourd'hui et nous n'avons survécu que par cet extraordinaire. Hein. Aujourd'hui, si on a réussi à contenir l'Ebola et si on a réussi à contenir le sida, c'est par des découvertes extraordinaires, mais voilà, qui sont indispensables à la survie même de l'espèce. Et de la façon qu'on a en face de nous, je dirais, la problématique du réchauffement climatique, ça n'est que, je dirais, les découvertes extraordinaires et normalement extraordinaires qui vont résoudre ces problèmes-là. Ces problèmes du réchauffement climatique et de l'excès de carbone. Si on est capable de faire des puits de carbone, je dirais, dans les années à venir, eh bien, ce sera avec toutes les technologies et toutes les inventions de ces dernières années. Bon, ça fait 37 minutes, 42, ben là c'est pareil, pour éviter la cata, je vais m'arrêter, et j'espère d'ailleurs que j'aurai suffisamment de place pour enregistrer. Voilà, à tout de suite.